Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série vidéo Flashback qui vous propose une plongée dans le passé à travers des joueurs et des parties qui ont marqué l'histoire des échecs. Installez-vous confortablement. Dans cet épisode, nous allons revenir sur l'édition 1994 du prestigieux tournoi de Linares en Espagne. Je connaissais 2-3 choses sur ce tournoi, mais j'ai été frappé de voir à quel point cette année-là a condensé à la fois des histoires sur l'échiquier, en dehors de l'échiquier, des parties et des coups mémorables. Organisé par le millionnaire Luis Renteiro, Linares, qui était surnommé le Wimbledon des échecs, a été l'un des plus grands tournois d'échecs au monde dans les années 80, 90 et 2000. L'édition 1991 avait vu la victoire surprise du jeune Vassili Ivanchuk avec 9,5 sur 13, devenant le premier joueur à battre à la fois Kasparov et Karpov dans le même tournoi. En 1992 et 1993, Kasparov gagne largement, les deux fois avec le score de 10 points sur 13, invaincu. Voici les participants de l'édition 1994 du tournoi Ciudad de Linares. Alors un super plateau, donc dans la colonne rang, vous avez le rang mondial. Donc on voit qu'il y a les 9 premiers mondiaux qui étaient dans ce tournoi. Le seul qui manque du top 10, c'est Salov, numéro 10, Valérie Salov. Autre chose qui est remarquable dans ce plateau, c'est l'âge des joueurs. Il n'y a que 3 joueurs qui ont 30 ans ou plus. Kasparov, qui est le 3e plus âgé de ce tournoi. Et il y a surtout 6 joueurs de moins de 22 ans. Donc énormément de grands espoirs mondiaux. Vous les voyez, Judith Polgar, Veselin Topalov, 17 ans, 18 ans. On a Kramnik, 18 ans, Kamsky, 19 ans. Shirov, 21 ans, déjà numéro 4 mondial. Kramnik et Kamsky, 18 et 19 ans, déjà 6e et 7e mondial. Et puis aussi Joël Lautier, 26e mondial au moment de ce tournoi, et on va en reparler. À noter que pour l'info, cette année-là, l'Open de Linares sera gagné par un autre grand espoir, c'est Peter Svidler qui avait 18 ans. On va voir que ce tournoi, justement, voilà, vous voyez des jeunes joueurs qui ont fait des carrières exceptionnelles. Ça fait un peu tournoi charnière entre l'époque Karpov-Kasparov, on va dire, et la nouvelle génération. Je n'ai pas cité Anand, que vous voyez, 3e mondial, 24 ans, encore très jeune. Voici quelques photos pour vous mettre dans l'ambiance. À noter que Kasparov avait... alors là, on a Karpov contre Judith Polgar. Judith Polgar, donc très jeune, hein, même pas encore 18 ans. Il joue son premier tournoi vraiment au plus haut niveau possible, au plus haut niveau mondial. Kasparov, avant le tournoi, avait dit que le vainqueur de ce tournoi, que le tournoi était tellement fort que le vainqueur de ce tournoi pourrait être considéré comme le champion du monde du jeu en tournoi. Voilà, donc c'était assez... En fait, il était très confiant de gagner le tournoi. On rappelle qu'il avait gagné les 2 précédentes éditions assez facilement. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme photo pour vous mettre dans l'ambiance? On a un petit Kasparov Lautier, voilà, le joueur français. On a Vladimir Kramnik, donc dans ses jeunes années, hein, que vous avez peut-être du mal à reconnaître. On a des joueurs de tennis, mais pas n'importe lesquels. Sur la gauche, Boris Galfand, donc qui participait au tournoi. Evgeny Barayev au milieu et Judith Polgar qu'on retrouve sur la droite. Alors pour la photo, hein, ça vient de Rosa de la Nieves. J'ai trouvé ça de la part de David Liada. Donc je crédite bien sûr les photos. C'était la même chose pour la première. Voilà, c'est plus clair ici. Rosa de las Nieves. Je suis désolé pour mon espagnol. Donc sinon on a Judith Polgar. Voilà, donc énorme espoir. Et puis surtout la première fois qu'une joueuse arrive si haut en termes de niveau. Alors là, elle était... à l'époque, vous avez vu 22e mondial, mais elle grimpait en flèche. Elle avait 17 ans. C'était hyper impressionnant. Et on va en reparler.
Alors, pour continuer de vous mettre dans l'ambiance, le tournoi était sponsorisé par deux grandes marques, Match et Philips. Et pour vous mettre encore plus dans le tournoi, quelques minutes de vidéo du tournoi que j'ai retrouvé. Donc c'est une vidéo de 32 minutes, vous voyez. Donc on va regarder quelques petits extraits. Je vais vous montrer deux extraits en fait à l'intérieur de cette vidéo-là. Voilà, on y va. Donc là c'est Kamsky. Voilà, on commence direct avec Gata Kamsky. Très jeune à l'époque. Ouais, je monte un peu le son. Donc ça c'est Illescas, le seul joueur espagnol du tournoi. On n'en a pas encore parlé. Renteiro qui n'aimait pas trop inviter des joueurs locaux s'ils n'avaient pas trop le niveau. Voilà, c'est vrai qu'il était 68e mondial. Mais bon, maintenant on voit que c'est toujours une tradition qui continue d'inviter des joueurs locaux. Garry Kasparov, donc le champion du monde de l'époque. Alors, il venait de quitter la FIDE quand même hein, l'année précédente, en 93. Donc il y avait déjà deux champions du monde. Karpov, Kasparov, Vassili Ivanchuk, le jeune Ivanchuk ici et on va reparler de cette partie Kasparov Ivanchuk. Voilà, ça, vous voyez un peu des images du tournoi. Karpov, Topalov avec Kramnik et Kamsky qu'on a aperçu. Et Anand interviewé ici. Voilà, donc je crois que le décor est planté. C'est parti. Donc la première ronde donne le ton. Hein. Sur cette partie, 5 résultats décisifs. Deuxième ronde, une gaffe terrible. Une gaffe terrible, on y va tout de suite. Je vous mets en tête. Voilà, donc c'est Karpov-Bariev. On va au 35e coup. Karpov, donc vous voyez que c'est 4 pions chacun, tour de pièces mineures. Bon, c'est assez équilibré. Peut-être un peu pour les noirs, le fait qu'ils ont un fou et qu'en plus il y a des pions fixés sur la couleur du fou. Karpov joue tour D5. Et là, incroyable. Evgeny Bariev, il joue fou A7. Et non seulement il perd sa tour, mais il est mat en même temps. Et je sais qu'il est mat. C'est fou. C'est fou, une gaffe à ce niveau, c'est hyper rare. Voilà, donc j'ai lu gaffe historique. Ouais, c'est tellement rare en partie lente de voir des gaffes comme ça, même s'il était en Zeitnote, probablement. Bon, il pouvait faire plein de choses, il pouvait faire tour prend, cavalier prend, fou D8, et il était légèrement mieux. Bon, ça aurait peut-être fait nul, mais il n'avait aucune raison de perdre cette partie en la donnant comme ça. Roi E8. Voilà, et donc forcément, ça a donné un coup de main terrible à Karpov, ici un demi-point de plus que ce qu'il aurait probablement obtenu. Voilà pour la petite anecdote de la deuxième ronde. Alors, ronde 4, les champions du monde font le spectacle. Voilà, on va voir deux extraits de partie de la ronde 4. Donc, Karpov-Topalov, vous avez perçu tout à l'heure en vidéo. Alors, je ne vais pas faire une analyse détaillée de la partie, ce serait trop long. En plus, si ça vous intéresse cette partie, vous avez une vidéo de Bertrand Valuet sur Europe Échec, une vidéo de 2016 qui avait analysé cette partie. Voilà, donc je vous invite à aller la voir. Donc on va regarder les moments clés vraiment de cette partie. Donc on va aller directement au 10e coup. Et donc ici, Karpov qui joue un coup, je trouve plutôt, alors qu'il y a eu cavalier H5, hein, tacle le fou, il bouge pas son fou, hein, on aurait pu s'attendre à un repli du fou. Il joue E3, c'est un coup qui fait un peu bizarre parce qu'on a l'impression que le fou se coince lui-même. Bon, mais par la même occasion, la dame attaque le cavalier, ce qui incite les noirs à prendre, et il prend de E, ce qui fait qu'il a ouvert deux colonnes semi-ouvertes. Ici, pour mettre une pression sur son adversaire, la tour va venir sur E1, et les pions F4 et C4 qui limitent l'avancée de ces pions. Alors voilà, on va pas regarder dans le détail, mais pour l'info, cette position a déjà été rejouée. Si vous voulez voir dans le PG, il y a une partie de Prusikin avec cavalier 5, cavalier 2, avec une brillante victoire blanche également.
Bon, la dame sur B8, les noirs prennent la paire de fous et des pions au centre, mais moins d'espace. Karpov qui lance son pion H, cavalier C5, et là la partie s'emballe. Pion prend, alors c'est pas sûr que c'était le meilleur choix pour les noirs, il aurait peut-être pu juste défendre son fou, mais il avait prévu quelque chose. Alors il a pris, dame prend, et là on peut se dire mais c'est la cata parce que le cavalier est attaqué, il est cloué, il est même en train de défendre le fou, donc c'est catastrophe. Mais Topalov, qui était déjà tacticien, avait prévu tour C8, avec l'idée fou prend C6, tour A7, et regardez, la dame ne peut plus rester à la défense du fou, les noirs vont récupérer le fou, c'est bien pour eux. Mais il est tombé sur un os, il est tombé sur Karpov qui, au lieu de prendre le cavalier, a sacrifié la tour sur E6. Il est vrai que ce roi est un peu abandonné par ses pièces, parce que la plupart des pièces noires sont à l'opposé de l'échiquier. Et il lance tour prend E6 pour exploser complètement l'abri du roi noir. Donc il y a eu tour A7 intermédiaire. Bon, en fait, sur pion prend, ça change pas grand-chose. Il va y avoir dame prend, et derrière, il va y avoir fou prend C6. Et c'est déjà 2 pions pour la qualité ici, donc plus une grosse attaque sur le roi. Bon, ça, il y aura tour A7, mais ça va pas le faire. Il y a la tour qui va s'y mettre aussi. C'est la catastrophe. Donc il a fait tour A7. Et là, Karpov qui s'arrête pas en si bon chemin et qui fait tour prend G6 échec. Il sacrifie 2 fois de suite sa tour. C'est vrai que c'est pas son style de jeu préférentiel, mais là, il est complètement présent. Dame E6 échec, roi G7 fou prend C6, donc finalement ça ressemble énormément. Tour D8. C prend B5. Allez, on va juste regarder ce qui s'est passé après. Donc le cavalier, la dame et le fou qui attaquent le roi qui a quasiment pas de défenseur autour de lui. Donc très risqué. Pion prend. En plus, il prend des pions au passage. Hein. Tour D1. Dame prend A6. Et là, si vous voulez chercher le coup des blancs, je vous invite à mettre la pause. Et donc Karpov qui a joué un troisième sacrifice de tour, on peut dire. Cette fois un sacrifice de qualité. Tour prend D4. Pour enlever le fou qui tient les cases noires, quoi. Donc il y a eu tour prend, ce qui permet de faire dame F6 échec. Bon, G8, dame prend G6. Donc elle a rasé complètement l'abri du roi noir. Il y a le cavalier qui peut s'y mettre. Hein. Donc si la tour qui vient couvrir cavalier échec, ça va faire mat en 3 coups. Donc roi F8, dame E8, dame E5, échec, échec. Et des échecs de partout, c'est terrible. Et finalement, il va ramasser la tour. Tac, il prenait une des deux de toute façon, dans tous les cas. Tac, tac. Dame prend F6. Il y avait des thèmes rigolos autour du pat à base de tour D1, que je vous invite à explorer par vous-même. Ça fonctionnait pas, mais c'était quand même chaud. Après, je suis pas inquiet que Karpov aurait trouvé la solution. Hein. Dame prend F6, fou H5, et là on peut compter les pions. C'est terrible, il y a 5 pions pour la qualité, donc Topalov qui n'a pas persévéré. Et victoire de Karpov ici, dans cette 4e ronde, ça lui faisait 4 sur 4. On enchaîne avec... donc oui, cette partie hein, très jolie de Karpov qui est considérée comme, parfois comme son immortel. Et on enchaîne avec Kasparov, Ivanchuk, avec une autre partie star de cette ronde 4. Alors on va pas, juste pour vous montrer que c'est un Gambit Botvinnik, donc gros débat théorique. On avait parlé du Gambit Botvinnik à l'occasion de Polugajevski Torre dans un précédent épisode. Donc on va pas aller dans les détails, juste vous montrer cette partie très chaude entre Kasparov et Ivanchuk. Pour l'instant, un pion de plus pour Kasparov, mais évidemment position très tendue. Et ça va s'emballer à partir d'ici, puisque Ivanchuk sacrifie le fou pour essayer d'ouvrir la colonne H. Kasparov répond dame à 5, ce qui fait que c'est vraiment une attaque de roc opposé. Les deux rois se font prendre pour cible. Il joue fou E7, attention à la menace de mat sur H2. Dame C7 échec, voilà, dame échec, voilà, dame C7, ça mange pas de pain de répéter les coups 2 fois pour gagner du temps. Tour Fe1, enlève le mat tout en attaquant le fou encore. Le fou doit aller sur D6, dame B6. Bon, c'est hyper complexe, hein. Je vous passe les variantes, vraiment on n'a pas le temps de regarder tout ça. Je vous invite à explorer cette partie plus tranquillement de votre côté, elle vaut le coup. Fou B8, enlève le mat. A5, le pion A6 tour D7 pour protéger. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que si dame prend dame, pion prend. Et regardez, c'est terrible, le roi est coincé ici. Et les blancs vont gagner au moins une pièce, probablement plus. Ce
qu'on peut noter comme variante sympa, c'est Dame C6. Tour E7. Tour E8. Et là, A6. Avec l'idée sur Dame prend Dame. Le petit A prend B7. Échec double mat avec un tableau de maths. Vraiment sympa. Il y a eu tour D7. Et là, regardez. Kasparov qui envoie tour E8. Très sympa. Donc, il invite les noirs à prendre. Mais bon, évidemment, il y a Dame prend Dame. Et il s'en prend à la tour. Il y a eu Dame H2, échec, Roi F1. Et Ivan Chouk qui voit qu'il est hyper mal. Il joue Dame prend G2. Il tente le sacrifice de Dame. Bon, sur tour prend A8, il y a A6 et c'est la fin. Hein. Notamment, donc Dame prend G2, Roi prend D4 échec. Et un Kasparov qui, alors c'est parti quand même assez fantastique, qui rend la dame en fait. Il rend la monnaie, j'allais dire la monnaie de sa pièce. Il fait Dame prend B7 échec. Tour prend H8. Et regardez, après tour prend, il a une qualité de plus. C'est un tout petit peu technique, mais il a fini la partie en quelques coups. Par un coup sympathique d'ailleurs. Il s'agit de tour F8. Et la menace A prend B. Promotion Dame ou tour échec double mat. Voilà un long coup qui est ma foi imparable. C'est génial parce que la tour A1 n'a pas bougé, mais elle a fait quasiment tout le travail dans cette partie. Donc j'espère que vous avez apprécié cette belle partie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en ronde 5? Eh bien, il s'est passé un truc très rare. Très rare, c'est dans la partie entre Judith Polgar, la jeune Judith Polgar, et Garry Kasparov. On va prendre directement la partie au coup numéro 36. Donc là, 35e coup, Dame prend, tour prend, cavalier D2. Voilà, le diagramme célèbre entre Judith Polgar et Garry Kasparov. Ici, c'est le fameux moment où Garry Kasparov a commencé à jouer cavalier C5. Il a très brièvement, en fait, il a aperçu, en fait, il avait sa pièce comme ça, et il a aperçu le coup fou C6 que vous a montré l'ordi, la double attaque fou C6. Juste quand il était en train de lâcher, il a lâché pendant une fraction de seconde, pendant un quart de seconde selon les images vidéo, parce qu'il y avait une vidéo, et il a repris, et il a changé son coup, il a fait cavalier F8. Voilà, donc interdit hein, normalement de reprendre sa pièce quand on a lâché, c'est la règle officielle. C'est pour ça que c'est hyper rare, hein, vraiment. C'est pratiquement une fois tous les 10 ans qu'on a un cas comme ça dans les tournois du plus haut niveau. Il y a eu un célèbre Nakamura Kasparov, mais bon, c'était quand même une exhibition partie rapide. C'est dans un cadre différent. Ça n'enlève pas au fait que Kasparov n'aurait pas dû le faire. Hein, mais voilà, c'est le retour de Kasparov. Bon, c'était des conditions un peu particulières. Nakamura n'avait pas voulu réclamer. Et Judith Polgar non plus. Alors notez que KC5, ça aurait fait nul selon les analyses. Hein, c'était hyper chaud. Parce qu'après Fou C6, il y a du Dame H4. Avec du contre-jeu génial sur Fou prend E8. À base de cavalier G4. Avec de la menace ici, de la fourchette et tout, et en fait ça faisait nul selon des analyses assez compliquées. L'ordinateur confirme, ou plutôt l'ordinateur donne la vraie conclusion, quoi, qui n'était pas forcément toujours claire à l'époque. Voilà, toujours dit qu'il a joué cavalier F8 et il a gagné quelques coups plus tard, une dizaine, 10 coups plus tard en fait. Voilà. Oui, il avait la position gagnante en fait, mais il a failli laisser filer voilà, le gain avec ce cavalier C5. Alors, il y avait les arbitres qui auraient pu intervenir, il y en a qui l'ont reproché. Et après, c'est la question à Judith Polgar, pourquoi ne pas avoir réclamé le pièce touchée, pièce à jouer. Et elle a dit, j'étais en train de jouer le champion du monde, je ne voulais pas créer un scandale lors de ma première invitation dans un tournoi de l'élite. Et je craignais aussi que si ma requête était rejetée, j'aurais été pénalisé à la pendule, alors que c'était le Zeitnote. Voilà, l'explication de Judith Polgar. Et donc Kasparov qui, quand les journalistes l'avaient interviewé, il avait dit moi ma conscience était claire parce que je ne m'étais pas rendu compte que ma main avait quitté ma pièce. Et c'est vrai qu'il faut vraiment voir la vidéo au ralenti pour calculer le temps qu'il l'a lâché, quoi. C'est 0,25 secondes en mettant image par image. Donc c'est vrai que ça se joue à pas grand chose. Bon, voilà, c'est quand même un moment important de l'histoire des échecs. C'est hyper rare. Et une vraie question, c'est à quel point cet incident, le jeu,
influencé la suite du tournoi pour les deux joueurs, parce que les deux joueurs n'ont pas trop brillé dans la suite, dans la deuxième moitié, on va dire, du tournoi. Je peux vous montrer quand même qu'ils ont analysé la partie. Voilà. Il y a du monde hein, qui regarde. Hein, donc Judith au milieu, à sa gauche, il y a ses deux sœurs. À sa gauche et à sa droite, il y a ses deux sœurs. À sa gauche, c'est Sophia. Et à sa droite, c'est Suzanne maintenant. On reconnaît Danailov, peut-être que vous le reconnaissez derrière Judith. Il y a Topalov au fond. Voilà, qui une petite ressemblance avec Freddie Mercury. Voilà, pour cette photo sympa. Donc, le crédit, toujours comme tout à l'heure. Lisa de Las Nieves. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Je dis Lisa au lieu de Rosa, c'est ça? Rosa, pardon. Rosa de Las Nieves. Et c'est source David Liada. Voilà, super photo que j'ai bien aimé. Alors, on arrive à la ronde 6. Donc, Karpov l'emporte sur Judith Polgar dans une partie technique que vous pouvez trouver dans le PGN. Et il mène le tournoi avec 6 points sur 6. Donc, c'est énorme. 7e ronde, il joue contre Kasparov. Kasparov a les blancs. Et Karpov prend même l'avantage. Finalement, ça fera match nul. Donc, Karpov, après 7 rondes, donc à peu près la moitié du tournoi, en tête avec 6,5 sur 7. 1 point devant Kasparov, 5,5. Allez, je vous remets un petit peu de vidéo pour continuer à vous mettre dans l'ambiance avant qu'on parte sur la deuxième moitié de tournoi. Partir ici. Voilà, Iliescas toujours, le numéro 1 espagnol de l'époque, qui joue contre Shirov. Jeune Shirov qui était déjà hyper fort donc à l'époque et qui faisait le spectacle, on va le voir après. Kramnik. Voilà, jeune Kramnik. Des images sympas. On va reparler de Kramnik juste après. Je compte Clotier ici. On retrouve Shirov. Karpov de dos. Et on va terminer cet extrait avec Joël Lautier, notre Français, dont on va reparler aussi. 20 ans hein, à l'époque. Grand maître à l'âge de 17 ans. Champion du monde junior, si je ne m'abuse. Et puis Kasparov. Voilà, Judith Polgar qui regarde la partie de Garry Kasparov pour conclure cet extrait. J'espère que ça vous a plu. On bascule sur la deuxième moitié de tournoi. Ronde 10. Kramnik, on l'a vu en vidéo. Bat Kasparov dans une belle partie que vous avez dans le PGN avec sacrifice de qualité. Très joli. À noter que Kramnik finira sa carrière avec un score positif contre Kasparov. 5 victoires, 4 défaites et 40 parties nulles en partie lente. Ronde 11. Ronde 11, un prix de beauté. Alors on y va. Alors, l'histoire de la ronde 11 commence 2 ans plus tôt, puisque Topalov avait brillamment battu Bariev avec un finish sympa. Regardez ça, il avait les noirs, échec, fou G5, attaque la dame, dame échec, roi bouge. Attention à la menace, tour C1 mat de Topalov. Bariev qui joue fou D1 pour contrer et il se prend dame E2, échec, abandon. Voilà, très joli hein. Sur cavalier D2, il y a dame prend D1 mat. Et puis sur fou prend, il y a le fameux mat. Tour C1.
Voilà. Et alors, la revanche en quelque sorte, hein, 2 ans plus tard, Topalov Bariev, c'était une Française. Je vous montre le début parce que l'action va... Voilà, dès E5, ici ça commence... Donc les noirs qui égalisent, ils ont liquidé le centre. Hein. Ils ont même la paire de fous. Et Topalov, alors vous reconnaissez son style des années 2000, des années 2010, hein, sans compromis. F4, c'est un peu exagéré là, il s'affaiblit beaucoup pour essayer de chercher une initiative. Mais regardez, il a le roi au centre et il va le payer. Et Bariev, dont le style était plutôt positionnel, va comprendre qu'il faut attaquer et il va placer cavalier, prend F4, échec ici. Très joli, avec l'idée sur... puis on prend échec, et c'est la galère. Sur ça, F5, déjà il y a du clouage ici, c'est terrible. Donc Topalov qui prend sur F6, G prend, fou prend H7, roi G7, dame E4. Et là voilà, le spectacle Yevgeny Bariev commence, et vous pouvez essayer de trouver son coup avec les noirs. Je vous invite à mettre la pause. On va tourner d'ailleurs, on va se mettre du côté des noirs ici pour être du bon côté de la barrière. Et il place tour 8, sacrifice de tour. Comme la dame est clouée, les blancs doivent accepter. Et là, il place fou F5, un peu à la Andersen. Il donne ses 2 tours dans un style romantique. Dame prend A8, dame E4 échec, roi F2. Dame G2 échec, roi E3, cavalier D5 échec, roi D4, dame D2 échec, roi C5, dame E3 échec, roi C4, cavalier échec et c'est l'abandon. Et oui, c'est mat en 3 coups ici. Donc sur roi B5, échec, échec et un... Ah, là c'est un peu plus long d'ailleurs, peut-être mat en 4, voilà. Mat en 4 ici avec le pion. Et puis sinon sur roi B3 c'était dame E6. Tac, et un mat plus rapide. Voilà, donc prix de beauté, hein, prix de beauté du tournoi pour Bariev ici, avec ce double sacrifice de tour. On arrive à la ronde 12, avec une autre partie qui aurait pu avoir éventuellement le prix de beauté, mais c'est vrai que c'était moins correct. C'est Shirov, Alexei Shirov, connu pour ses livres Le feu sur l'échiquier. Ben, et là, il a mis le feu. On va du côté... du 30e coup, donc F3, et regardez ce qu'il joue ici. Je vais faire comme ça. Hop. Il a les noirs, il a le cavalier attaqué, il a déjà sacrifié une pièce, hein, on peut montrer. Avant c'était ici, il a sacrifié son fou sur G3, dame prend, il perd le fou, il passe à l'attaque. Et là, il envoie, après F3, il envoie tour E4. Ça, il a le cavalier attaqué, il met la tour en prise. Avec l'idée que sur pion prend, il y aurait pion prend. Avec le réveil de la tour sur F4. Alors, il y a des analyses hyper compliquées qui ont été faites à l'époque. Et le meilleur coup, c'était cavalier E2. Selon les analyses, apparemment. Joué comme ça. Mais... très très compliqué, voilà. Kramnik a joué un autre fort coup, c'est cavalier prend D5. Puis on prend C6 pour trouver du contre-jeu de l'autre côté. C'est vraiment une partie spectaculaire. Donc là aussi, ça vaut le coup de la reprendre plus tranquillement. Hein. Tour prend F4. C prend B7. Et là, alors qu'on se dit, oula, attention quand même, il y a le pion qui commence à partir. Il fait quoi? Il rejoue tour E4. Il ressort... avec sa tour sur la même case par laquelle il est entré, et c'est sa dame qui surveille la case B8 par la grande diagonale, et sur pion prend, il attaque la tour, échec à la découverte. Il y a eu tour C1, alors c'est hyper compliqué en fait, parce que Kramnik a gardé son sang-froid pendant très longtemps. Il a fait B8 dame, dame prend, F prend G, la dame qui revient sur H2, toujours une pièce de moins pour Shirov, et Kramnik qui craque une première fois, tour F3, imprécision, tour prend G4, et la dernière erreur dans le Zeitnot, hein, bon, vous imaginez le Zeitnot pour une partie aussi compliquée pour les joueurs, à l'époque en plus c'était les pendules mécaniques, hein, vous l'avez peut-être aperçu, pas d'incrément, donc B7, l'erreur finale, il fallait jouer apparemment tour F2, et c'était l'avantage pour les blancs, il y a eu B7, tour G6, tour C2, tour prend G2, dame prend G2, tour prend G2, dame prend G2. Il a gagné la dame contre 2 tours et il va aller chercher le pion. Voilà, et il a plein de pions d'avance. Donc c'est l'abandon de Kramnik. Donc belle partie de Shirov. Alors il était perdant, il faut dire la vérité. Kramnik avait
réussi à garder son sang-froid, mais qui a craqué à la toute fin, 38e coup, 39e coup. Et Shirov qui a été récompensé finalement de la pression qu'il a mise. On arrive à la dernière ronde de ce tournoi, avec le fait notable, surtout pour un peu pour le tournoi, et puis surtout pour les Français, c'est la victoire de Joël Lautier sur Garry Kasparov. Énorme. La première fois qu'ils s'affrontaient. Ici, on rappelle, hein, Joël Lautier, 20 ans. Il a la chance de jouer contre le champion du monde. Il ne se laisse pas impressionner. Il s'attendait à une espagnole. Kasparov qui a choisi une italienne. Bon, je vous montre vite fait les coups. Bon, là encore, l'idée, c'est pas d'analyser en détail cette partie. C'est d'attirer votre attention sur des parties. Et après, vous pouvez éventuellement aller chercher des analyses ou les analyser vous-même. Ça dépend des vidéos flashback, hein. Il y en a on fait plus d'analyses, d'autres on fait moins d'analyses. Mais là, je voulais vraiment attirer votre attention sur les différents faits marquants de ce tournoi de Linares. Donc là, Kasparov, voilà, qui sait pas trop s'il doit jouer positionnel ou pour l'attaque. Il se lance un peu... Il se lance dans une attaque en se disant que ça va passer, peut-être contre le petit jeune de 20 ans, Joël Lautier. Il joue pour E5 et puis là, Joël Lautier qui se montre à la hauteur et qui, au lieu de bouger son cavalier, qui aurait peut-être pas été génial, il sacrifie, il fait pion prend C3, pion prend, dame prend, donc il sacrifie une pièce et il prend beaucoup de pions. En fait, si vous voyez ici, il a pris 4 pions, il a un bloc de 4 pions, un peu une espèce de tortue ici, et il peut surtout voilà, essayer d'avancer avec ses 5 D4. Il y a eu du D4 d'ailleurs dans la foulée, et avec du D3 qui traîne, et il a fait une super partie, la partie très, très compliquée, c'était assez... drôle à un moment parce qu'il y avait plusieurs dames sur l'échiquier, parce que les noirs ont fait une dame ici avec pion prend en B1, donc les noirs qui avaient 2 dames, voilà, Joël Lautier 2 dames contre Garry Kasparov, c'est pas rien, et puis donc il a gagné cette partie en 29 coups, donc la grande classe, Joël Lautier qui bat Garry Kasparov et, à l'âge de 20 ans, hein, et qui gardera un score positif dans toute sa carrière contre Kasparov. Ils ont joué 10 fois en partie lente, il a gagné 2 fois, il a perdu une seule fois, et ils ont fait 7 fois nul. Voilà, il est temps de montrer le classement final de ce tournoi Linares 1994. C'est vrai que je ne vous ai pas fait des points de classement, il y avait déjà beaucoup de choses à dire, mais on y va pour le classement. Et c'est l'écrasement, c'est vraiment la domination énorme de Anatoly Karpov. 42 ans, le plus âgé. Alors vous voyez que c'était pas facile d'être forcément d'être un joueur dans la quarantaine, puisque Beliavski a beaucoup souffert dans ce tournoi. Il a fait seulement 4 nuls et 0 victoire. Il finit bon dernier avec 2 points. Mais Karpov, 42 ans, c'est pas du tout la même classe que Beliavski. Et il écrase ce tournoi avec 11 points sur 13. C'est un score énorme, 85% des points. Invaincu, 4 nuls. Et 9 victoires, bon, fantastique. 2 points et demi d'avance sur Kasparov, qui a perdu la dernière ronde contre Lautier. Shirov qui finit deuxième ex-aequo avec Kasparov. Bariev seul quatrième. Joël Lautier égalité avec Kramnik cinquième ex-aequo. Les espoirs sont un peu plus loin. Enfin les espoirs. Kramnik fait partie des espoirs, Shirov seulement 21 ans, Lautier 20 ans. Mais voilà, Topalov à Nantes, des joueurs qui ont été champions du monde par la suite. Hein. Kamsky qui a été vice-champion du monde. Ivanchuk, l'incroyable Ivanchuk. Et puis Judith Polgar qui a eu un tournoi difficile pour son premier tournoi de l'élite. Mais ça lui aura beaucoup appris. Et elle le montrera par la suite. Donc la perf de Karpov, à peu près 2980, 2985, bon souvent arrondi à 3000 élos. C'est vrai que vous voyez les élos de l'époque qui étaient beaucoup plus bas hein, que maintenant. Un seul joueur à 2800 et pas beaucoup de joueurs à 2700. Hein. Ici on n'en voit que 5. Donc rien à voir, hein. Il y a eu beaucoup d'inflation au niveau du classement élo. Mais clairement, c'était considéré comme une des meilleures perfs de l'histoire des échecs. Donc, questionné à ce propos, Anatoly Karpov
avait dit que c'était probablement l'un des plus forts tournois de l'histoire à cette époque-là. L'enjeu était très important et prestigieux car j'étais le champion du monde de la FIDE après avoir battu Timan. Et mes résultats étaient bons. Kasparov était le champion du monde de son système PCA, vainqueur de short en 93. Et donc la question c'était qui est le vrai champion du monde. Et c'était drôle que Kasparov à la cérémonie d'ouverture avait tellement de confiance en lui qu'il avait dit on va jouer ce grand tournoi et celui qui gagnera sera champion du monde. Voilà. Et bien sûr après le tournoi il a complètement oublié avoir prononcé cette phrase. Vous avez donc ça c'est extrait d'une interview de Karpov par Georges Berthollat. Vous avez un article sur Europe Échec pour retrouver cette interview. La une des journaux, la une des revues, la revue Jacques, avec le sacre du roi Karpov, le roi de Linares. Voilà pour la revue Jacques de avril 94. La revue Europe Échec. Avril 94, le triomphe de Karpov, l'exploit de Lautier qui bat Kasparov. Puis pour la petite histoire, vous voyez le deuxième sous-titre ordinateur, les programmes qui valuent mal la force des pièces. Ça nous fait un peu rigoler maintenant, 25 ans plus tard. Voilà, alors quelle est la plus grande performance de tous les temps? Est-ce que c'est cette victoire de Karpov, 11 points sur 13, une perf à 3000 élos avec les élos de l'époque? Et on peut citer les perfs de Bobby Fischer en 72 quand il a fait 20 victoires de suite dans sa course pour le titre mondial, à la qualification pour le titre mondial, dont les 2-6-0 contre Taimanov et Larsen. C'était énorme. On peut citer Topalov en championnat du monde 2005, 6 sur 6 pour commencer le tournoi. Et puis champion du monde après, je crois qu'il a fait que des nuls derrière. Et puis bien sûr, peut-être ça vous vient en tête, c'est le fameux Fabiano Caruana, Sinquefield 2014, 8 points et demi sur 10 en commençant avec 7 sur 7. Le Météore, en plus il était gagnant dans ses 3 parties nulles quasiment, tout comme Karpov d'ailleurs à Linares dans ses 4 parties nulles. On a cité celle contre Kasparov. Alors la perf de Caruana c'est 3100 à peu près dans ce tournoi, mais c'est avec l'inflation de 20 ans plus tard, c'est marrant d'ailleurs, c'est 94, 2014, 20 ans plus tard. Alors le point commun entre ces deux perfs, c'est le score de 85% pour les deux joueurs. Caruana n'a joué que des joueurs du top 10, c'était un double tournoi fermé, vous voyez, mais Karpov a joué 13 parties au lieu de 10, donc on peut dire que 85% sur 13 parties, c'est un peu mieux que sur 10 parties. Bon, les arguments peuvent aller vraiment des deux côtés, clairement, les deux sont énormes. Pour argumenter que le plateau de Karpov, si je le remontre, a été absolument dantesque, vous l'avez vu, mais avec des joueurs qui ont... Il y a Karpov champion du monde, donc Kasparov champion du monde, il y a Kramnik qui va être champion du monde, Topalov qui va être champion du monde, Anand qui va être champion du monde. C'est quand même hallucinant. Il y a la meilleure joueuse de tous les temps, Judith Polgar. C'est vraiment un énorme plateau, quoi. Je vais vous laisser d'ailleurs ce classement pour terminer. Alors Topalov, le seul joueur qui a joué ces deux tournois, il n'était pas sûr si la perte de Caruana surpassait celle de Karpov dans l'histoire. Voilà, donc je pense qu'il y a clairement match entre les deux. Il y aura peut-être des arguments, certains qui seront plutôt pour l'une, d'autres plutôt pour l'autre. Mais en tout cas, c'était dantesque et c'est historique. Les deux tournois sont historiques, clairement. Pour Anand, il n'y avait pas photo, c'était plutôt Caruana. Mais on peut avoir aussi l'argument contraire. Voilà, cet épisode sur Linares 94, qui était très riche, est terminé. J'espère que ce retour dans le passé vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.